Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Brigitte Fernandez. Je travaille chez Ecopolis et je fais partie du groupement de l'étude Maillon. C'est moi qui vais jouer le rôle d'animatrice durant tout ce webinaire. Et ensuite, c'est moi qui aurai l'occasion de poser vos questions parce que vous l'aurez compris, vos micros sont coupés parce que vous êtes nombreux et que nous n'avons pas la possibilité de tous vous donner la parole. Ce qui va se passer, c'est que nous allons pouvoir avoir une présentation qui va durer à peu près 3/4 d'heure. Je pense que Magali, tu peux passer à la slide suivante. Voilà. Vous avez donc démarrage du contenu à proprement parler, de présentation à la fois de l'étude et de la méthodologie que nous avons appliquée dans cette phase. Donc, il restitution à peu près de 3/4 d'heure. Et après, nous avons un temps assez confortable pour pouvoir échanger, faire remonter vos questions. Donc, je m'en ferai le porte-parole et ouvrir potentiellement la discussion. Rapidement, je vous parle de Maillon. Donc, Maillon, c'est une recherche-action qui a pour objectif de contribuer à la massification de l'emploi des matériaux biosourcés et géosourcés dans les régions Normandie et Île-de-France. Donc, comme vous le voyez, il y a différents logos qui sont sur cette présentation-là. Donc, l'étude peut s'appuyer sur une équipe qui est pluridisciplinaire. Nous avons à la fois une équipe normande et francilienne, justement, pour pouvoir avoir les informations et les données sur les deux régions qui sont concernées par l'étude. Donc, il y a différentes expertises. Vous allez avoir du conseil, de la recherche, de la maîtrise d'œuvre. Vous avez des agences d'architecture, des bureaux d'études. Donc, vous avez, je vais les citer rapidement, vous avez l'atelier Georges, ELEM Ingénieur, Ingénéco-Technologie et BMF, ainsi que ZEFCO, dans ce volet un petit peu bureau d'études, architecture, le volet un peu plus technique. Et cette équipe technique s'appuie sur des associations locales de l'éco-construction. Donc, vous avez, en mon nom, en fait, je représente Ecopolis, qui est l'entité, qui est une association qui œuvre pour le bâtiment et l'aménagement durable en Île-de-France. Et vous avez côté Normandie, l'ARPE Normandie, qui aussi représente tout un réseau d'acteurs et qui a un fort ancrage en Normandie. Et enfin, associé à ce groupement, vous allez avoir deux écoles d'architecture, hein, l'école de l'ANSA Normandie et l'école d'architecture de Paris-Belleville, auquel est associée aussi l'école d'ingénieurs d'Unilassal. Voilà en gros pour l'équipe. Là, toute l'équipe ne va pas s'exprimer aujourd'hui, mais vous allez avoir tour à tour Magali Castex pour ZEFCO, Elisabeth Baucher de l'Atelier Georges, Élie Durand pour BMF, et on terminera avec Laurent Mouly pour LM Ingénieur. Donc tous les quatre vont succéder et ils prendront tour à tour la parole. Donc cette étude s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire, mais elle ne serait rien sans le soutien financier de nos financeurs, que sont la région Normandie et la région Île-de-France, ainsi que l'ADEME nationale. Parce qu'en effet, il faut savoir que le projet Maillon est lauréat d'un AMI, c'est-à-dire d'un appel à manifestation d'intérêt, du contrat de plan interrégional État-région Vallée-Seine. C'est une étude qui a démarré en 2021, qui s'est déroulée par phase. Vous avez déjà, pour certains d'entre vous, eu connaissance de la phase 1, qui était la phase de sourçage, qui s'intéressait à la fois au sourçage filière et au sourçage commande. Je vous le précise là, on vous mettra les liens dans le fil de discussion, mais vous pouvez retrouver et consulter ce rapport de sourçage qui est déjà disponible depuis plusieurs mois sur les sites internet d'Ecopolis et de ARPE Normandie. Et là, nous sommes dans la phase 2, la phase de prototypage, dans laquelle nous allons vous présenter un peu plus la méthodologie et certains éléments qui ont pu déjà en ressortir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons le plaisir de pouvoir laisser la parole à Monsieur Sanjuan, qui est préfet délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine. Monsieur Sanjuan, si vous êtes prêt, je vous donne la parole quelques minutes pour ouvrir cette matinée. Merci beaucoup. Écoutez, tout le plaisir est pour moi. Donc, je suis ravi d'ouvrir après vous ce webinaire. Donc, de la délégation, on est deux. Donc, vous avez aussi Isabelle Derville, qui doit être en ligne quelque part, qui est en ligne, voilà, et qui assistera aussi à notre webinaire. Alors, je crois qu'on m'a dit qu'il y avait plus de 500, presque 550 inscriptions, donc ce qui est pas mal. Ça témoigne du succès et de l'intérêt de la démarche et de votre projet. Voilà, c'est pas surprenant puisque il y a une sensibilité accrue
sur ces sujets liés à la transition écologique et notamment sur les matériaux biosourcés avec beaucoup de projets, d'envie. Il faut passer de l'idée à la faisabilité. Donc, c'est intéressant d'avoir le temps de se poser là-dessus. On a effectivement des feuilles de route du secteur du bâtiment donc, qui datent de mai dernier. Et puis, très certainement, le président de la République présidera le Conseil national de la planification écologique le lundi prochain, le 25 septembre, après les annonces de la Première ministre. Et il est probable, et même presque certain, que ce sujet sera évoqué. Il faut rappeler aussi la réglementation environnementale 2020, la fameuse RE 2020, qui impose progressivement des obligations de performance énergétique dans la construction et des performances également sur la construction bas carbone et puis des enjeux de santé, etc. dans le secteur du bâtiment. Donc, vous avez eu la gentillesse de rappeler effectivement les financeurs et le contrat de plan. Voilà, donc ce financement intervient de votre projet dans le contrat de plan. C'est un contrat qui lie l'État dans toutes ses dimensions, donc l'ADEME, vous l'avez cité aussi, et puis les deux régions. Et si ce projet a été soutenu par nous, c'est que la problématique que vous souleviez, c'était une problématique qui nous intéressait dans la mesure où, dans ce contrat de plan interrégional, il a pour objectif de travailler sur l'aménagement et le développement de la vallée de la Seine. Et c'est clair que le développement de la vallée de la Seine, il peut se faire. Évidemment, il y a une dimension importante dans tout ce qui est construction, bâtiment, utilisation des ressources naturelles. Et la dimension que vous avez traitée est une dimension qui nous intéresse au plus haut point. Voilà, donc vous êtes lauréat de cet appel à manifestation d'intérêt, donc transition écologique et valorisation économique. On est intéressé aussi, nous on est très très intéressés par ce que vous allez présenter. D'abord parce que votre projet, il a plusieurs clés, plusieurs objectifs. D'abord donner les clés d'un déploiement des produits bio et géosourcés dans le bâtiment. On voit qu'il y a plusieurs pistes intéressantes. Voilà, il s'agira de passer de l'idée à l'industrialisation. J'en parlais dans mon propos liminaire. Et puis analyser du coup l'ensemble des clés, des maillons nécessaires à ce déploiement. Voilà, les investisseurs, la commande initiale, le cadre normatif, la mobilisation de la ressource, parce qu'il faut, qui dit matériaux biosourcés, mais a dit il faut une ressource avec quelquefois la compétition qui peut exister entre l'utilisation des produits, et puis les terres agricoles ne sont pas extensibles à l'infini. Et donc, à un moment donné, il faudra faire preuve, démontrer l'intérêt technique, mais aussi économique, dans cette compétition entre l'utilisation, je dirais, de la bioressource, entre l'alimentaire et puis la construction. Et puis, il y a aussi des dimensions architecturales et puis la question des compétences, puisqu'on ne travaille pas sur ces matériaux comme on travaille avec d'autres matériaux plus connus, la brique, le béton, etc. Donc, il faut aussi prendre en compte ces sujets-là. Donc, je veux pas être trop long, mais donc je voulais donc saluer la richesse, la diversité des intervenants et la qualité du travail qui va pouvoir nous apporter un éclairage et je l'espère des pistes voilà, pour la suite. Donc, dans ce webinaire, on va voir la restitution des analyses. Voilà, donc ce qui sera important, c'est d'avoir en tête les perspectives de développement des différentes ressources végétales. Voilà, et ça dans une perspective de changement climatique. Je prends un exemple, par exemple le hêtre. Il y a d'autres projets, je vais citer des projets concurrents intéressants. Il y a un projet qui s'appelait, porté par Fibois, Probois, d'utilisation du hêtre pour en faire des matériaux de construction. Bon, voilà, donc aujourd'hui, le hêtre, il y en a un peu partout, hein, dans la vallée de la Seine. On commence en Ferrand-Saint-Germain et on va jusqu'en Forêt 2 près de Dieppe. On sait que demain, du hêtre, il y en aura simplement en Forêt 2. Et puis, quand il n'y aura plus beaucoup de hêtre, je crois qu'il n'y aura plus que la Forêt 2 et une forêt en Bretagne dont j'oubliais le nom, peut-être qu'on n'aura pas envie d'en faire des matériaux de construction. Donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres que vos réflexions doivent s'inscrire dans les changements qui interviennent. Voilà, il faut aussi que ce soit pratique, utilisable et que ça donne envie aux architectes, aux entrepreneurs. Il faut des belles qualités mécaniques, des facilités de mise en œuvre, des facilités de transport, de fabrication. Et puis, effectivement, je faisais référence au Conseil de la planification écologique de lundi prochain, il faut que ce soit
effectivement le moins carboné possible, y compris dans ses dimensions logistiques. Voilà, donc c'est important, dimension logistique, et je pense évidemment au transport fluvial. J'étais encore cette semaine, il y avait Isabelle aussi, on s'est levé tôt le matin, on a assisté au transport des derniers éléments de la Champagne de Notre-Dame, donc ce qui est assez émouvant, et en même temps on l'a fait, je dirais, dans cette optique de décarbonation des transports, puisqu'on est parti du port d'Ivry. Alors c'est vrai qu'avant on est arrivé par camion, mais il ne faut pas le dire. Mais déjà, il y a eu l'effort d'Ivry et on est arrivé au sommet, au pied de Notre-Dame, pour charger ces fermes que doit visiter d'ailleurs aujourd'hui le roi Charles III. Donc voilà, il ne sait sans doute pas qu'on a amené de manière décarbonée. Voilà, je ne veux pas être trop long. En tout cas, votre présence nombreuse témoigne de l'envie, de l'intérêt des acteurs. Moi, vraiment, si j'ai un message à donner, c'est que il faut vraiment qu'on débouche après. On a parlé d'un contrat. Le prochain, ça doit être celui de l'industrialisation. Je m'explique, c'est-à-dire que si, parmi les pistes les plus prometteuses qui vont être identifiées, en particulier, notamment grâce à vos travaux, il faut qu'on débouche sur quelque chose d'applicable. Tout à l'heure, je faisais référence au hêtre, hein, donc j'y reviens. Par exemple, Bouygues, il s'emparait de ce nouveau matériau. Donc, quand des entreprises comme Bouygues, qui sont, je pense, pas réputées pour forcément pour leur efficacité et qui sont réputées pour leur efficacité, si elles s'en saisissent, ça veut dire qu'à un moment, ils ont vu qu'il y avait un marché et qu'il y avait des choses intéressantes. Donc, c'est vraiment ce vers quoi il faut tendre. Donc, on a 9 matériaux sources qui ont été analysés avant, hein, le bois, la paille, le chanvre, le lin, le miscanthus, le roseau, la terre crue, la pierre et le ouate de cellulose. Donc, voilà, on a identifié des points forts et des manques. Donc, je crois que vous avez travaillé sur 4 des filières les plus disponibles: bois, paille, chanvre et terre crue. Hein, parmi les autres, miscanthus notamment, il y a d'autres projets, un projet qui s'appelle Filmi là-dessus, qui travaille pour en faire des matériaux. On pensait notamment justement de construction. De construction. Ils n'ont pas de propriétés mécaniques, mais ils ont des propriétés d'isolation. Donc, on voit que ça peut prospérer. Voilà. Donc, je ne veux pas être plus long, mais en tout cas, manifester tout l'intérêt que l'on porte à vos travaux. On va vous écouter. Moi, je ne resterai peut-être pas jusqu'à la fin, mais Isabelle Derville, que je citais tout à l'heure, elle sera là. Et en tout cas, je vous félicite pour le travail et la conclusion. Dans la conclusion de vos travaux, il faudra que ça débouche sur des perspectives, comme je disais, d'industrialisation. Je vous remercie. Merci à vous, merci beaucoup. En effet, vous étiez... la route n'est pas finie, on est à l'étape 2, donc on a encore quelques étapes devant nous, on vous en parlera. On va rentrer dans le vif du sujet et vous expliquer un peu la suite. Juste, je rebondis sur le fait qu'en effet, vous étiez plus de 550 inscrits et que aujourd'hui, forcément, vous n'avez pas pu tous répondre présent. Sachez que normalement, ce webinaire fera l'objet d'un replay qu'on pourra rendre disponible. Et si vous vous posez la question sur la phase 2, le rapport, quand celui-ci sera disponible, on a encore quelques allers-retours à faire dessus, parce qu'il faut savoir qu'on parle quand même de centaines de pages de contenu. Donc avant de vous le livrer, il faut encore qu'on s'assure que tout le contenu est conforme. Et donc on pense qu'on pourra vous le mettre à disposition sans doute courant octobre. Voilà, écoutez, on y va. Je vais laisser la parole à Magali Castex de ZEFCO, qui va rentrer dans le vif du sujet. À toi, Magali. Oui, bonjour. Donc, moi, je vais vous repositionner le projet rapidement parce que pour ceux qui se sont inscrits sur le formulaire de départ, vous avez été nombreux à nous dire que vous n'aviez pas vu les précédentes présentations. Donc, je vais être assez rapide parce que ce n'est pas l'objet de la matinée. Mais en tout cas, pour poursuivre ce que disait Monsieur le Préfet, on s'inscrit bien dans la question de la décarbonation de notre économie. Donc ici, vous voyez un peu les étapes de la stratégie nationale carbone. Donc avec des objectifs de diminution conséquents. Donc là, ce qu'on voit pour le bâtiment, c'est la partie fonctionnement, mais effectivement, la partie construction est aujourd'hui à une empreinte carbone très importante, donc il nous invite
à y travailler de manière spécifique dans la nouvelle réglementation environnementale que vous connaissez tous, qui est en cours de déploiement en fonction des différentes typologies de bâtis. Eh ben, la nouveauté, justement, c'est de s'intéresser à l'empreinte carbone de la part concernant la construction et avec les différents seuils. Ensuite, dans les lois, la loi climat et résilience, il y a une mention spéciale à la construction biosourcée ou bas carbone dans laquelle on pourra faire entrer le géosourcé, indiquant que pour le rôle spécifique de la commande publique, pour aller justement développer et massifier l'usage des bio et géosourcés dans la construction. Et donc, il nous invite aujourd'hui plus particulièrement à aller regarder ce sujet. Si aujourd'hui, on peut dire que la construction bio-géosourcée relève de l'expérimentation ou de maîtrise d'ouvrage impliquée et engagée. L'objectif aujourd'hui, c'est que ça devienne quelque chose de plus courant, de plus normé, de plus usuel, de plus commun en quelque sorte. Donc l'objectif, donc cette étude en tout cas se porte sur les territoires normands et franciliens, donc dans le cadre du CPUR qu'on a évoqué avant. Ici, on est vraiment parti sur les conditions pour faire émerger une filière globale de ces matériaux de construction bas carbone. Chaque maillon est nécessaire à l'émergence de la filière. Donc ici, on a répertorié les différents maillons de la ressource jusqu'au programme à la commande. Chaque maillon doit se développer en même temps que les autres, sinon on a du mal à faire émerger une filière cohérente. S'il manque un maillon, la chaîne ne tient pas. Donc sur les premières phases du projet, donc la phase 1 qui s'est appelée phase sourçage, pour laquelle il y avait une présentation en décembre dernier. La chaîne a été explorée d'une part sur son aspect commande, donc avec une définition assez précise de ce qui se construit aujourd'hui sur les territoires par typologie de bâti, et puis une partie qualifiée de filière où on a regardé assez précisément les ressources qui étaient présentes sur ce territoire avec les possibilités de transformation en matériaux, les techniques constructives associées et évidemment les compétences ainsi que le cadre normatif dans lequel elles peuvent être utilisées. Pour aujourd'hui, on va vous présenter donc la deuxième phase, qui s'appelle la phase de prototypage, où on va se concentrer plus spécifiquement sur les éléments de conception du bâtiment, d'un bâtiment qu'on a appelé prototype et qui est représentatif de la commande sur lequel Elisabeth reviendra tout de suite. Et pour voir dans quelles conditions on peut faire évoluer les différents éléments de ce bâti pour y intégrer un maximum de bio et géosourcés, avec une attention très forte au cadre technico-normatif qui est l'un des enjeux clés de ce passage à l'échelle. L'approche générale, c'est une approche itérative. En fait, on a associé différents systèmes constructifs à nos prototypes de bâtiments. On a pu, grâce à ça, les évaluer, donc à la fois sur les aspects des ensembles fonctionnels, des lots ACV ou du système de normes. Et ce qui nous a permis d'avoir un profil de ces systèmes constructifs intégrés dans ces bâtiments et après de faire des boucles d'itération pour essayer d'avoir des profils plus satisfaisants, que ce soit d'un point de vue carbone, prix ou système normatif. Et du coup, comme on vous le présentera, on a pu mettre en œuvre une sorte de phasage temporel d'intégration des éléments bio et géosourcés. Mais je ne vous en dis pas plus pour la partie générale. Je vais passer la main à Elisabeth.
Merci Magali. Pour ce qui concerne le prototypage. Rappelons déjà que cette étude est basée sur le travail qui a été réalisé en phase 1, donc un sourçage notamment de la commande immobilière, qui a consisté à... Alors, je suis désolée, mais je ne sais pas trop si ça fonctionne, le passage des slides. Oui, ok. Qui a consisté à faire un état des lieux de la commande immobilière sur le territoire de la vallée de la Seine, donc les régions Normandie et Île-de-France. Donc, par étape, nous avons resserré l'échantillonnage pour pouvoir resserrer autour de 5 bâtiments, donc ce qu'on appelle des best-sellers, des bâtiments ordinaires et représentatifs de l'immobilier de la vallée de la Seine. Donc, nous avons deux constructions neuves, un îlot tertiaire neuf, des logements collectifs, 2 rénovations en structure béton et un collectif patrimonial, et enfin une construction donc hybride intégrant rénovation et extension. Donc, ce travail de sourçage sur la commande immobilière a été croisé avec le sourçage des filières. Donc, ça nous a permis de faire un certain nombre de combinaisons entre les systèmes constructifs d'une part et les bâtiments prototypes. Ça nous a permis, donc, en fonction de notre grille d'analyse, c'est-à-dire la maturité du cadre technico-normatif, la pertinence constructive, la viabilité économique, la dynamique des filières et la qualité environnementale, de définir un degré de pertinence du pas adapté au bien adapté. Pour pouvoir analyser ces détails, nous avons dû restreindre le nombre de combinaisons étudiées, bien que ce diagramme fasse état d'un certain nombre de variantes qui pourraient être possibles en biosourcé. Elisabeth, je crois que c'est moi ouais. qui ai la main, je te la laisse reprendre. Ok. C'est bon. Donc le premier sourçage de la phase 1 a été donc réalisé sur 9 filières principales. Donc ces filières ont été sélectionnées si au moins un maillon de la chaîne était présent sur le territoire de la vallée de la Seine. Donc ça peut être un artisan ou une unité de production. Donc, on a confronté ces 9 filières au prototype, au bâtiment que l'on a sélectionné, et nous avons donc resserré à 4 filières principales, donc le bois, la paille, le chanvre et la terre crue. Nous avons donc ensuite étudié ces filières sur les bâtiments et sur des fragments de bâtiments, donc ce qu'on a appelé des ensembles fonctionnels. Donc on a 5, donc la structure, les planchers, les halles façades, l'isolation et le revêtement de la façade, et enfin les cloisons. Donc pour éviter d'avoir trop de variables pour chaque bâtiment, on a limité à un maximum de 3 paramètres pour chaque bâtiment, et ce qui permet quand même de faire un large champ des possibles en combinant ces différentes variantes entre elles. Donc, la méthodologie s'est basée sur un archétype existant, ce qu'on appelle le business as usual. Donc, c'est-à-dire que c'est une construction. Désolée, mais il y a. Ouais. Ok, je reprends le contrôle. Ok. Est-ce que vous voyez bien la slide de la méthodologie? J'imagine que oui. Non. Ok. Est-ce que sinon peut-être que quelqu'un peut changer les slides? Visiblement, ça ne fonctionne pas de mon côté. Ok. Donc il faudrait passer à la slide 20. Là, on y est normalement. Ok. Donc la méthodologie est basée sur un point de départ qui est donc ce qu'on appelle le business as usual, donc qui est une construction, une opération réalisée
Donc, à partir de là, nous avons fait deux démarches. Donc, une première qui était donc un diagnostic à l'échelle du bâtiment. Donc, pour la rénovation, c'est primordial de faire ce diagnostic pour pouvoir identifier la composition des enveloppes et donc bien orienter le choix constructif et les méthodes de chantier les plus adaptées. Pour la construction neuve, il s'agit ici de questionner le produit immobilier au travers donc, notamment de la programmation et d'identifier des pistes de réduction d'émissions de carbone. À partir de là, donc on a travaillé sur des fragments significatifs de bâtiments pour pouvoir faire une approche donc, comparative entre l'archétype existant et des prototypes pour identifier donc, les impacts de l'intégration des matériaux bio et géosourcés. Donc, pour chacun de ces fragments, on a lancé un certain nombre d'évaluations, donc des évaluations carbone, économiques, techniques et l'adéquation au programme, aux fonctionnalités et à l'architecture. Ces analyses nous ont permis de faire un classement de ces variantes, donc avec une première qui est une variante dite réalisable, c'est-à-dire qui pourrait être mise en place dès aujourd'hui. Une variante atteignable, donc qui nécessite quelques adaptations, et enfin une variante novatrice dans une vision plus prospective et qui implique donc une évolution globale du cadre de la construction. Donc, à l'attention donc des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre, on précise quand même que c'est pas ici l'objet de refaire un projet, ce n'est pas une méthodologie de projet, mais c'est vraiment une étude, une recherche de fragments, d'assemblage sur des produits immobiliers et on n'intègre pas l'ensemble de toutes les contraintes d'un projet. Donc, ensuite, donc, au sujet de la progressivité de l'innovation, donc il faut bien préciser que le classement que l'on fait est un classement de l'état actuel. C'est-à-dire que on fait l'hypothèse que finalement la variante qui aujourd'hui est considérée comme réalisable, demain pourra devenir le business as usual et par un effet de domino, finalement la variante qui est novatrice aujourd'hui pourra, dans une vision plus prospective, devenir finalement la nouvelle construction ordinaire. Donc, vous pourrez retrouver l'ensemble des résultats dans le rapport complet qui sera mis en ligne et nous allons donc ici vous détailler quelques grands enseignements que l'on peut retirer de cette étude. Si on peut passer en slide 23. Donc à l'échelle du bâtiment, donc là on va vous présenter quelques modifications qui ont été réalisées sur un prototype en particulier. Donc il s'agit du prototype tertiaire. Donc il faut rappeler quand même que ici, donc le prototype enfin l'archétype existant que l'on a choisi est un archétype qui est déjà qualitatif. Donc il s'agit d'une réalisation en Île-de-France faite par l'architecte Dietmar Feichtinger. Qui a été livré en 2016. Elisabeth, j'ai l'impression qu'il y a des gens pour qui ça ne défile pas les slides, qui me disent qu'ils sont sur la page 19. Est-ce que vous êtes tous sur la page 23 où vous voyez 4 bâtiments alignés? Ouais, tout le monde. Donc c'est que OK. Donc parfait. Donc il y a une personne qui a un problème, mais du coup, on est bon. Excuse-moi. Pas de problème. Donc voilà, donc faut bien rappeler que notre point de départ de l'étude est déjà une opération qui est qualitative. Donc on n'a pas pour ambition de refaire le projet, c'est simplement l'idée dans une démarche de recherche d'étudier les modifications, les ajustements qui peuvent être faits si on intègre plus de biosourcés. Donc cette opération a été labellisée HQE et BREEAM et a été aussi sélectionnée comme projet pilote pour la large part de végétation qu'elle intégrait. Donc, le bâtiment existant est en structure béton.
Si on passe ce bâtiment en structure bois, la conséquence est une augmentation générale du pas d'étage, donc une augmentation du volume du bâtiment. Donc, il faut rappeler que il y a donc en 2023 un décret qui a été passé pour pouvoir permettre d'augmenter le plafond de la hauteur réglementaire du PLU dans le cas de bâtiments bas carbone et ou à énergie positive. Donc, il permet, dans le cas de bâtiments biosourcés, d'augmenter la hauteur de ces bâtiments. Donc, pour pouvoir quand même limiter le volume de ces bâtiments, nous avons donc analysé comment est-ce qu'on pouvait optimiser la morphologie. Et donc, pour ça, c'est par exemple un travail sur les espaces extérieurs qui pourraient être rapportés, par exemple au sud, et ainsi participer à l'amélioration du confort intérieur en limitant les surchauffes, en se protégeant du soleil direct. Donc, ces deux premières étapes sont analysées avec le coefficient de compacité, le coefficient de forme. Donc, c'est le rapport entre toutes les surfaces déperditives et le volume à chauffer. Donc, plus le volume sera faible ou découpé, plus ce coefficient sera élevé, et donc plus il faudra de calories pour chauffer l'espace intérieur. Enfin, une troisième étape est ce qu'on a appelé la valeur ajoutée. Donc, c'est travailler avec l'environnement, avec notamment par exemple de la végétation, qui, si elle est bien calibrée et bien positionnée, peut permettre finalement de remplacer par exemple des brise-soleil construits. Donc, cette troisième étape est évaluée avec le coefficient de biotope, donc qui est le rapport entre la surface favorable à la biodiversité et la surface totale d'une parcelle. Sur la slide 24 pour parler de la trame constructive. Donc, construire en matériaux bio et géosourcés, c'est changer de paradigme et repartir d'un module de matière. Ça peut être donc une botte de paille, ça peut être une structure bois, et l'idée que l'on pose ici, ce serait de peut-être re-questionner le programme, re-questionner le produit immobilier en cherchant un optimum entre une trame fonctionnelle et une trame constructive, pour pouvoir, encore une fois, ici, limiter la consommation de matière. Ensuite, donc en slide 25. Donc rappelons ici qu'à gauche, nous avons ce qu'on a appelé le business as usual, l'opération réalisée par Dietmar Feichinger, qui est représentative des immeubles de tertiaires qui peuvent se construire dans des territoires denses, comme en Île-de-France. Donc, ici, il ne s'agit pas de faire la comparaison de deux opérations, c'est simplement d'ouvrir, de poser des questions. Et à droite, on a un autre exemple qui est donc un bâtiment de bureau également, qui est ici compact, monolithique et avec des baies plus ponctuelles. Donc, il faut préciser que cette deuxième opération qui a été réalisée par Baumschlager et Börle, donc où l'agence est maître d'ouvrage et maître d'œuvre, et aussi qu'elle n'est pas réalisée en France. Donc, c'est pas le même paysage technico-normatif, mais voilà, c'est une confrontation que l'on trouvait intéressante à soumettre. En slide suivante, donc, il s'agit ici finalement d'identifier le fait que passer avec une opération donc, conventionnelle à une opération qui intègre des matériaux bio et géosourcés peut sembler difficile à aborder. Et pour ça, il faut établir une stratégie. Donc, il faut savoir localiser l'innovation et définir le degré recherché. Donc, on peut faire le choix de rechercher un degré d'innovation élevé sur une partie d'un ouvrage, ou on peut aussi choisir, par exemple, un degré d'innovation plus modéré, mais à l'ensemble du bâtiment. Quoi qu'il en soit, ça dépend du contexte de projet, et c'est en choisissant cette stratégie de faire un pas de côté que chaque opération pourra finalement participer à la transition globale.
Donc, nous proposons ici dans cette étude un certain nombre de combinaisons restreintes pour pouvoir aboutir à des résultats concrets. Néanmoins, nous avons fait des hypothèses de variantes possibles. Donc, par exemple, pour des remplissages fibres, il existe donc d'autres alternatives sur le territoire normand et francilien. Donc, on pourrait par exemple remplacer le chanvre avec des isolants à base de lin ou de miscanthus. Donc, précisons que pour pouvoir passer à des constructions intégrant une large part de matériaux bio et géosourcés, ça passe par une démarche d'expérimentation. Donc, ce type de construction possède déjà un cadre technico-normatif existant, mais est contraint dans la hauteur des bâtiments visés. Sauf que sur ces territoires, il y a un enjeu de répondre à une contrainte de densité et donc de monter en hauteur pour pouvoir préserver et limiter les emprises bâties. Le recours constructif d'une façade à ossature bois, remplissage bottes de paille et support d'enduit de bardage ventilé, que l'on a testé dans cette étude, est aujourd'hui considéré comme une technique non courante pour un bâtiment R+7. Donc, en effet, le DTU 31.4 des façades à ossature bois ne vise pas le remplissage bottes de paille, ni le support de bardage ventilé. Et les règles professionnelles de construction paille ne visent pas la façade à ossature bois, elles visent uniquement la construction à ossature bois et pour une hauteur du dernier plancher accessible, limitée à 8 mètres. Donc, ça ne signifie pas que c'est impossible, mais donc c'est une technique non courante. Et il faut donc passer par un protocole qu'il faut définir en amont de toute opération. Donc pour ça, il faut identifier les caractéristiques et les performances qui seront requises pour le projet et définir un protocole d'essai, les réaliser, étudier ce qui fonctionne pas, et puis enfin faire reconnaître les résultats par un contrôleur technique et un assureur. Donc ces démarches nécessitent donc une certaine expertise. On voit bien là la nécessité de bien mobiliser en amont, de bien cibler les compétences qui seront nécessaires pour mener à bien ce projet. Ça nécessite du temps, des financements. Mais c'est bien grâce à ces projets expérimentaux que une évolution globale du cadre technico-normatif pourra avancer et donc se généraliser. Donc, en slide 29, on rentre dans le concret. Donc, on va vous présenter ici quatre échantillons sur différents prototypes. Donc, un premier échantillon est celui du collectif patrimonial rénové. Donc, on rappelle ici le diagnostic de la paroi existante qui est essentiel pour pouvoir bien identifier les matériaux existants et donc cibler les matériaux à mettre en œuvre dans la rénovation. Donc, on a fait passer ici notre grille d'analyse donc à travers trois curseurs généraux. Donc, la maturité technique, qui est le niveau d'ambition, le bilan carbone et le bilan économique. Tout ça par rapport à ce qu'on a appelé le business as usual. Et enfin, 3 qui concernent le confort thermique. Donc, la résistance thermique, la perméabilité et l'inertie thermique. Donc, souvent, et en particulier pour des rénovations, la paroi opaque est jugée uniquement par la résistance thermique. Or, dans le cadre de ces opérations de rénovation, il est primordial de aussi regarder ces paramètres d'inertie et de perméabilité à la vapeur d'eau qui sont essentiels pour le confort d'été. On a à gauche une opération très courante qui est le recours à l'isolation polystyrène avec un revêtement d'enduit ciment. Sauf que ces matériaux sont très peu perméables à la vapeur d'eau donc bien que ce doublage améliore la résistance thermique, ça fait perdre les qualités d'inertie et de perspirance de la paroi existante du bâti ancien. Dans le deuxième cas, donc la variante que l'on a étudiée, on a recours à un isolant de béton de chanvre avec un enduit hygrothermique chaud chanvre.
Et ici, on peut globalement améliorer le confort thermique de la paroi. Donc, un deuxième exemple qui concerne encore une fois une rénovation, cette fois-ci sur une structure béton. Donc là, ici, on compare deux procédés d'isolation par l'extérieur en biosourcé. Donc, l'une dite réalisable qui a recours à des panneaux de fibres de bois. C'est un produit qui est industrialisé à coût compétitif, qui se met en œuvre donc directement fixé sur le mur existant, donc de manière assez similaire finalement à des isolants non biosourcés. À droite, c'est un procédé de façade à ossature bois préfabriqué avec remplissage paille hachée et un revêtement de bardage bois. Donc, on a ici un surcoût conséquent pour le deuxième cas. Et ce qui montre ici la nécessité finalement de développer des produits faciles à mettre en œuvre, en particulier pour la rénovation. Il existe aujourd'hui déjà quelques procédés expérimentaux, par exemple de bottes de paille fixées directement sur les murs. Donc, c'est le cas de la rénovation faite par Landfabrique pour Paris Habitat d'un bâtiment existant en R+7 de bottes de paille directement sanglées sur le mur existant et qui permettent d'économiser une ossature bois. Donc, c'est une opération qui est expérimentale. Et multiplier ce type de retour d'expérience permettra donc d'optimiser des techniques et aussi de généraliser l'emploi de matériaux bio et géosourcés dans la construction. Donc ensuite, en slide 31, on passe sur un exemple d'un îlot tertiaire avec ici une comparaison donc, entre une façade mur rideau. Donc rappelons ici le point de départ de l'étude est déjà qualitative. Hein, la façade en mur rideau qui est étudiée est en menuiserie extérieure bois. On a fait le test de passer cette façade en façade à ossature bois avec remplissage bottes de paille. Ici, ça nous oblige, le module de bottes de paille nous oblige à redimensionner la proportion entre parois opaques et parois pleines, et ce qui nous amène globalement à repenser les déperditions de chaleur et finalement à repenser la manière dont est géré le confort intérieur du bâtiment. Ici, ce qu'on remarque, c'est que l'analyse économique fait ressortir très peu de surcoût. Après, donc ça, c'est vraiment une analyse qui est faite sur un fragment et il faudra le comparer donc, dans un calcul global de l'opération. Et donc, si ce surcoût est modéré, par contre, le bilan carbone réduit énormément. Donc, ce qui montre que finalement, dès aujourd'hui, par la conception, on peut trouver des solutions pour pouvoir intégrer ces matériaux bio et géosourcés. Enfin, un quatrième exemple d'intégration de ces matériaux, ici pour du logement collectif et sur des ouvrages de cloison. Donc, on a fait le test entre des refends en béton et les passer en briques de terre crue. Et puis, pour des parois distributives, donc des parois qui sont isolées conventionnellement en laine de roche, de les passer avec de la laine de chanvre. Donc ici, on a un surcoût qui est beaucoup plus important. Néanmoins, c'est ici un vrai gain sur le confort intérieur, en particulier pour des constructions à ossature bois qui pourraient être légères. Et intégrer ce type de cloison permet de ramener de la masse et donc de participer au confort d'été pour améliorer l'énergie thermique par l'usage de la terre crue. Donc, j'arrête là pour cette partie sur les fragments et je laisse la parole pour une analyse économique un peu plus poussée avec Élie Durand. Oui, bonjour à tous.
Donc, l'approche économique des prototypes, comme ça a été mentionné précédemment, a été réalisée par la méthode des ensembles fonctionnels. On s'est attaché à travailler sur 4 ensembles principalement, à savoir l'enveloppe du bâtiment qui regroupe les planchers hauts, les planchers bas et les façades du bâtiment, éléments clés de l'évaluation économique. On a travaillé également sur les séparatifs intérieurs verticaux et horizontaux du bâtiment, qui, eux, sont proches du schéma structurel du bâtiment. Et ensuite, on s'est arrêté sur les aménagements intérieurs type finition, sol, mur, plafond. Et le dernier ensemble fonctionnel sur lequel on a travaillé sont les constructions extérieures rattachées au bâtiment, à savoir les balcons et éventuellement les aménagements de terrasses. À savoir que dans ces ensembles fonctionnels, il manque l'ensemble sur les lots techniques qui n'a pas fait partie de l'étude économique. Donc, les lots techniques, c'est la CVC, la plomberie, l'électricité et les énergies renouvelables. Donc, de cette étude, on a découlé une estimation de référence pour le BAU et une estimation propre à chacune des variantes qui vous a été présentée précédemment. Pour exploiter ces résultats économiques et afin de pouvoir les associer aussi aux études carbone qui vont vous être présentées par la suite, on a converti les coûts de construction en euros en base 100, donc à savoir par un process de calcul de ratio de construction à la surface de plancher et à la détermination des écarts de coûts entre le BAU et les 3 variantes étudiées afin d'en déduire un écart de type base 100. On peut passer à la slide suivante. Merci. Les résultats. Donc, les résultats, ceux qui vous sont présentés actuellement, se rapportent donc au prototype de l'îlot tertiaire 9. On constate une chose sur le schéma de gauche. Aujourd'hui, en date de valeur fin du premier semestre 2023, on constate que des surcoûts constructifs du biosourcé et géosourcé pour ce type de prototype sont de l'ordre de 25 à 50% plus élevés que par rapport au BAU, donc une méthode, on va dire, traditionnelle de construction non biosourcée. On notera que l'écart devient de plus en plus important quand on utilise des procédés de construction plus complexes ou des procédés de construction qui sont encore peu usités à ce jour. Donc, on peut imaginer que si ces procédés deviennent courants à moyen terme ou long terme, ces coûts vont forcément baisser. Le deuxième tableau qui vous est, ou schéma plutôt, qui vous est présenté sur la droite de la slide, c'est le découpage de ces coûts par ensemble fonctionnel sur lesquels on a travaillé. On constate que les variations de coûts de l'enveloppe par rapport au BAU sont relativement maîtrisées. Ça, c'est dû à une chose sur ce prototype, qui est une réduction forte des surfaces vitrées par rapport au BAU. Donc, en réduisant les surfaces vitrées des variantes par rapport au BAU, on a su économiser de l'argent pour pouvoir, à quelque part, se payer le surcoût biosourcé de l'enveloppe. Ensuite, on a les surcoûts liés aux séparatifs verticaux et horizontaux. Et là, on voit tout de suite que sur les séparatifs horizontaux, on a des variations de coûts extrêmement importantes. Ces variations-là sont liées essentiellement au choix du type, du schéma structurel du bâtiment. Donc, en fonction d'un choix, enfin, d'un type de structure, on peut rationaliser, rechercher des économies lors de la construction. Donc, le choix du type constructif, structurel, est extrêmement important et impactant dans l'économie du projet.
Enfin, ce qu'on peut aussi retenir dans ces schémas-là, on en a parlé précédemment, c'est comment rationaliser ce coût. Et il y a un facteur très important qui est celui du facteur de forme. Plus ce facteur de forme sera optimisé, plus la construction sera compacte et plus on arrivera à réduire les surcoûts liés aux effets des matériaux biosourcés et géosourcés. Donc maintenant, je laisse la parole à Magali pour la partie carbone. Oui, merci Élie. Donc, à l'identique que la partie coût, on a fait une évaluation carbone, donc cette fois-ci sur les lots ACV, donc analyse en cycle de vie. On a étudié de la même manière, pas l'ensemble des lots ACV, on a étudié ceux qui apparaissent en couleur vive sur le schéma, donc les lots 3 à 6, il y a une erreur sur le cadre rouge. Les lots 3 concernant la superstructure, le lot 4, la couverture, le lot 5, le cloisonnement et les lots 6, façade et menuiserie extérieure. Donc, ça ne représente pas l'ensemble du bilan carbone du bâtiment, puisqu'on voit que la partie grise ou bleu clair ou jaune clair sont à un peu plus de la moitié. Par contre, ce qu'on va voir après, c'est qu'on arrive sur ces lots-là à déjà avoir des réductions très intéressantes et en tirer un certain nombre d'enseignements. Donc, le travail sera à poursuivre sur le reste du périmètre. Autre élément de méthodologie, comme a pu le montrer Elisabeth tout à l'heure, on a comparé le carbone et les coûts, donc ce qui a impliqué de faire converger justement des méthodologies qui sont à la base différentes entre des lots ACV et des ensembles fonctionnels. Donc c'est comme ça qu'on arrive aux comparaisons qu'on a pu vous montrer tout à l'heure. En termes d'enseignement, ce qu'on peut dire, c'est que même en travaillant donc, sur une partie limitée du bilan, sur l'évaluation, en tout cas limitée du bilan carbone avec les différentes variantes que l'on a travaillées, c'est qu'on arrive néanmoins à passer sous les seuils maximum de la RE 2020. Qui sont symbolisés sur ce graphique. On a positionné en fait les différentes variantes. Donc en rouge apparaît toujours le business as usual et en couleur violette à bleu les autres variantes, donc de la réalisable à la novatrice. Les seuils RE 2020 apparaissent ici en traits de couleurs différenciées. Donc le seuil maximal étant le trait le plus bas sur l'échelle des kilogrammes de CO2 par mètre carré. Voilà, donc c'est un résultat plutôt très encourageant. On peut poursuivre, donc toujours avec le même type de graphique et les mêmes seuils de réglementation environnementale, c'est que finalement notre gradation des variantes de réalisables à novatrices en termes de carbone ne suit pas forcément la pente qu'on aurait imaginée, à savoir novateur dédié à des techniques qu'on aurait supposé amener de grands impacts sur l'empreinte carbone. Donc ça nous invite à ce deuxième enseignement qui est de poursuivre le travail sur les données parce que en effet la question d'avoir des fiches de déclaration environnementale et sanitaire est un travail qui a commencé de manière finalement assez récente, que l'ensemble des filières n'a pas forcément les moyens aujourd'hui, ou en tout cas n'a pas encore abouti à avoir une diversité de FDES ou en tout cas d'avoir les moyens de les optimiser suffisamment. Donc, on arrive à des résultats, en tout cas d'un point de vue carbone contre-intuitif, voire il nous manque tout simplement un certain nombre de données qui ne permettent pas d'avoir des évaluations assez fines. On s'est prêté à un exercice que vous voyez apparaître sur le graphique, qui apparaît en pointillé blanc, qui était d'essayer de faire des simulations, un travail
prospective. Ce qui est en pointillé, c'est un travail sur la fin de vie. On a remarqué que les biosourcés, comme vous le savez, emmagasinent du carbone pendant leur phase de croissance, qui est ensuite après stocké pendant la phase où ils sont, en l'occurrence là, dans un bâtiment. Et par contre, dans les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, la fin de vie, on s'aperçoit que finalement presque tout le carbone est remis dans l'atmosphère, en tout cas à des taux de pourcentage très élevés, de l'ordre de 90%. Donc certes, on a travaillé en ACV dynamique, mais néanmoins, ce relargage compte quand même à aujourd'hui. Et donc, nous, on est parti de l'hypothèse qu'en fait, on pouvait tout à fait améliorer cette fin de vie sur 2 axes. Le premier axe, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de circuits qui sont mis en place pour réutiliser la botte de paille, qui est plus simple à réutiliser dans d'autres constructions, dans d'autres mises en œuvre. Et que du coup, on n'est pas forcément destiné à les incinérer ou à les composter. D'autre part, on a pu voir dans certaines fiches qui avaient été travaillées de manière plus fine que cette fin de vie pouvait être diminuée de l'ordre de moitié. Et en travaillant avec Unilacel qui fait partie du groupement, on a pu voir que quand on pouvait réintégrer des fibres dans le sol, eh bien, il y avait à peu près la moitié du carbone contenu dans ces fibres qui pouvait être fixé dans le sol à travers la matière organique, et que donc il n'y avait pas de raison de le compter en relargage dans l'atmosphère si on adoptait de l'enfouissement dans le sol. Voilà donc ce qu'on obtient en tout cas avec ces simulations, donc en divisant l'empreinte de la fin de vie par 2. Et puis on a aussi testé un autre élément sur la terre. Donc la terre qui n'est pas la terre crue, qui n'est pas forcément favorisée dans les calculs carbone, parce que contrairement aux biosourcés qui a des empreintes négatives en cours de vie, la terre crue n'a pas ça. Et donc aujourd'hui, il y a des filières, toute une filière qui se développe autour de la réutilisation des terres excavées. Et donc on a fait une simulation qui apparaît en trait marron sur le graphique en faisant l'hypothèse que on est dans un domaine de réemploi de la terre crue, et que du coup, comme le dit la réglementation, on peut compter son empreinte comme carbone comme nulle. Voilà les tests que l'on a pu faire sur ces questions. Je repasse la main à Laurent Mouly pour reparler de l'élargissement des données de référence. Merci Magali. Bonjour à toutes et à tous. Les matériaux bio et géosourcés nous invitent à changer un petit peu le cadre habituel de la conception du bâtiment, puisque ces matériaux sont sensibles à l'humidité et qu'ils nous invitent à concevoir des enveloppes qui sont perspirantes. Et derrière cette perspirance, on va gagner au niveau intérieur grâce à l'intégration du confort hygrothermique. Comme le corps humain, les matériaux bio et géosourcés vont générer un bâtiment qui perspire, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui va laisser les flux d'humidité traverser ses parois, comme l'épiderme du corps, et améliorer la qualité du confort intérieur grâce au transfert de cette humidité dans les parois. La perméabilité devient un élément extrêmement important qui va améliorer le comportement thermique des parois et permettre à la fois une augmentation de la performance, une augmentation du confort et de fait, du coup, une évolution du comportement des utilisateurs. Donc ces éléments nous semblent intéressants à valoriser. Aujourd'hui, on ne les a pas intégrés dans cette étude, mais ils sont des facteurs qui sont importants pour contribuer au développement de ces matériaux. Autre élément de la réflexion qu'on a voulu ajouter dans la conclusion de notre étude, c'est d'élargir un petit peu le champ de la réflexion en intégrant le contexte économique très complexe dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui est marqué principalement par les
crises successives et qui ont impacté nos vies et notre économie à travers une évolution très soudaine du prix de l'énergie, une évolution du prix des matières premières, une évolution du prix des transports, des coûts de transport, et en même temps, on note un déploiement progressif du marché du carbone à l'échelle européenne et une évolution aussi très rapide de la tonne de carbone qui augmente d'une façon importante. Et donc, on a cherché à identifier quelle pouvait être la sensibilité des matériaux de construction et donc la sensibilité du secteur du bâtiment à ces évolutions de contexte. Donc ici, on note, on a calculé la part du coût de l'énergie dans le coût total de différents matériaux, ce qui nous permet de voir que par rapport aux matériaux courants de construction, les matériaux biosourcés présentent l'avantage d'une part très très faible et donc d'une sensibilité très très faible aux évolutions du marché de l'énergie. Donc on peut imaginer que dans les évolutions futures de croissance du prix d'énergie, les matériaux biosourcés vont devenir plus compétitifs. Autre élément, on a cherché à décomposer le prix de ces matériaux en essayant de prendre ce qui est lié donc à la production de matières premières, à la fabrication des matériaux et la pose sur les chantiers. Et de ce point de vue, à nouveau, donc les matériaux biosourcés présentent une moins grande sensibilité à l'évolution du coût des matières premières, et par ailleurs, ils favorisent grandement, grâce à une part très importante de mise en œuvre dans leur coût, donc ils contribuent au développement d'une économie locale, développement d'un emploi, de l'emploi local, et donc ils ont des effets très intéressants pour travailler à une économie moins sensible aux évolutions du contexte mondialisé. Enfin, on s'est penché sur l'évolution du marché du carbone, qui aujourd'hui ne concerne pas encore le bâtiment, mais auquel le bâtiment pourra être intégré dans les années qui vont venir. On a donc essayé de regarder l'évolution du prix de la tonne de carbone et son impact sur le coût des matériaux en considérant trois hypothèses: le coût du carbone actuel, le coût du carbone recommandé dans le rapport Quinet qui date de 2019 et qui est à 77 centimes le kilogramme de CO2. Et enfin, on a fait une projection en multipliant par 5 ce prix. Donc ça permet de voir pour l'ensemble des matériaux que nous avons considérés, de se rendre compte que si on fixe dans un marché carbone un seuil médian qui est représenté sur le diagramme par le pointillé gris, au-dessus de ce seuil, les matériaux qui sont émetteurs en carbone vont être taxés et vont permettre de libérer des subventions qui permettront de financer le développement des constructions qui sont moins carbonées. Et donc l'intégration de ce levier carbone peut permettre de rendre beaucoup plus économiques les matériaux de construction biosourcés. Ce qui est intéressant en termes de projection, et on peut imaginer que ces évolutions vont advenir dans les années qui arrivent. En conclusion de la phase 2, nous sommes arrivés au constat indéniable que les constructions bio et géosourcées sont des atouts majeurs pour accéder à la neutralité carbone, qui est un des objectifs de la stratégie nationale bas carbone et qu'on vise pour donc 2050. On sait que cette neutralité carbone, on doit accélérer très fortement, puisque les climatologues nous disent qu'on a 5 ou 10 ans pour changer les perspectives et
augmenter donc, très notablement la réduction des émissions de gaz à effet de serre. De ce point de vue, le développement des matériaux bio et géosourcés est tout à fait possible dès maintenant. On a vu que dans certains cas, les gains sont importants, les coûts sont raisonnables, et notre étude, elle permet de, soit par ensemble fonctionnel, soit par typologie, elle permet de donner des indicateurs qui peuvent permettre aux acteurs de se positionner et de développer des stratégies internes pour se lancer et investir dans la construction bas carbone. Et enfin, on a montré avec un certain nombre d'exemples qu'il est tout à fait possible d'arriver à un facteur 2 de réduction du bilan carbone de la construction. C'est extrêmement important, ça permet avec les matériaux biosourcés de se projeter tout de suite sur les seuils de la RE 2028 ou 2031. Et donc d'accroître très fortement la réduction du bilan carbone du secteur du bâtiment sans attendre. La stratégie nationale bas carbone, qui est représentée ici sur le graphique, donc elle vise conjointement à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'économie, en même temps que de développer l'absorption. Ce qui est intéressant avec les matériaux biosourcés, c'est que on va à la fois contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment, en même temps qu'on stocke du carbone par la biomasse qui va être utilisée pour construire les bâtiments et qui peut donc favoriser en même temps la capacité à stocker du carbone et donc à développer de manière encore plus importante l'absorption de carbone dans le bâtiment. Donc cette phase 2 est une phase qui se conclut à travers ce webinaire et dont vous pourrez retrouver tous les éléments dans le rapport qui sera édité prochainement. Elle avait vocation surtout à nous permettre de cerner quelles pouvaient être les perspectives de développement des filières biosourcées de notre point de vue et à travers les filtres que nous avons pu activer, qui sont les filtres de maître d'œuvre, puisqu'on a fait des études concernant la conception des bâtiments. Et donc, la phase 2 va être suivie d'une phase 3 sur le développement de stratégies pour l'élaboration de stratégies pour le développement des filières biosourcées dans les régions donc, concernées de la vallée de la Seine. Nous avons repris les matrices qui ont été développées lors de la phase 1 de sourçage, sur lesquelles nous avons tenté de cerner quels pouvaient être les différents maillons stratégiques sur lesquels investir pour le développement des techniques de construction bio et géosourcées. Alors ces maillons, ils sont identifiés d'une manière parfois un peu empirique dans le cadre de cette étude ou plus précise. Ce travail est un travail qui ne se substitue pas au travail acharné et de longue haleine que mène l'ensemble des filières pour leur développement. Et donc, nous souhaitons contribuer à travers ce travail à construire un dialogue avec les filières locales en Île-de-France et en Normandie pour essayer de distinguer des perspectives très précises de développement qui pourraient être enclenchées rapidement. Et donc, nous allons, dans le cadre de la phase 3, organiser une série de séminaires qui permettront de croiser les différents acteurs du secteur du bâtiment pour essayer de dresser ensemble des stratégies de décarbonation progressive du secteur. On a, à l'issue de cette phase 2, dressé quelques axes de réflexion qu'on soumet un petit peu à la discussion et qui pourraient faire l'objet de thématiques de séminaires. Donc, un premier axe qui nous semble important, c'est celui de la question de la rationalité constructive. On a vu que dans nos études,
le fait de construire bio ou géosourcé induit un surcoût qui n'est pas négligeable. On pense que ce surcoût il peut être absorbé en partie à travers une construction d'une rationalité constructive formelle, peut-être programmatique et y compris technique, hein, parce qu'on a vu que le poids des équipements techniques était aussi une question très importante. Donc ça peut faire l'objet d'une discussion croisée entre commanditaires et puis concepteurs. La question de l'industrialisation est une question déterminante. On n'a encore pas confronté ce travail avec des industriels, donc ça nous semble être un levier qui peut être l'objet d'une discussion pour voir comment l'industrialisation peut permettre de réduire par des changements d'échelle les coûts de construction. Enfin, il nous semble important de ne pas limiter le travail aux solutions que nous avons abordées dans notre étude et de l'élargir aussi en intégrant les perspectives d'innovation et de développement qui vont ou qui sont dans les tuyaux au niveau d'entreprises artisanales ou industrielles et de pouvoir cerner dans ces innovations à venir quelles peuvent être les perspectives de développement encore plus importantes pour le déploiement des matériaux bio et géosourcés dans le bâtiment, en étendant les domaines d'application ou d'emploi à d'autres solutions que celles que nous avons abordées. Enfin, un dernier axe très important qu'on a évoqué juste précédemment, c'est celui de trouver des leviers financiers à travers le développement et le déploiement d'une économie bas carbone. Ces leviers financiers, ils sont discutés au niveau politique, ils sont discutés à plusieurs échelles, européennes ou nationales, et on pense que les filières doivent contribuer donc à la réflexion sur le déploiement de ces crédits carbone parce qu'ils pourraient bénéficier très fortement aux filières. Je repasse du coup la parole à Brigitte. Je te remercie, Laurent. Merci à tous nos intervenants. On a pu récupérer quelques questions, en fait, et je pense qu'il y a beaucoup de questions qui demandent aussi un peu de pédagogie et d'explication au niveau de la méthodologie appliquée. Donc, je vais essayer de prendre un petit peu dans le désordre. Il y avait des questions, il y en a quelques-unes qui étaient sur la question justement du gain carbone et une explication aussi au sujet justement de la variante atteignable qui finalement se positionne globalement mieux que les variantes qui sont plutôt, on va dire, expérimentales et innovantes. Donc, par rapport à ce résultat qui apparaît, en tout cas, la façon dont l'a perçu nos participants, qui veut répondre en fait sur ce volet-là? Moi, je vais répondre. Oui, en fait, c'est vrai que c'est la construction en fait de notre progressivité des variantes. C'est une combinaison des trois éléments qu'on analyse, à savoir le coût, le carbone et la norme. Donc, on est bien d'accord qu'au départ, notre cible, c'est le carbone, mais par contre, on a réputé que la question de la norme était un pas significatif à franchir et du coup, finalement, dans notre positionnement des différentes variantes, c'est le cadre technico-réglementaire qui a pris le dessus, enfin le dessus au sens pratique et concret du terme, c'est-à-dire si on veut passer dans des usages massifiés d'un certain nombre de systèmes constructifs. Et il y a un certain nombre d'étapes à franchir, comme les décrivait Elisabeth, des tests, des validations de tests, etc. Et donc, notre expert norme, qui est le bureau d'études Ingénieco, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais dont vous retrouverez tous les détails dans le rapport, fait que voilà, il y a des éléments où on s'est dit, de notre connaissance d'experts sur la question, on sait que ce système-là ne pourra pas être généralisé facilement avant un temps assez long et qui donc plaçait ces systèmes en novateurs, même si nous, du point de vue carbone, on pensait que c'était très intéressant de les placer avant. Voilà pourquoi on arrive à ce genre d'éléments qui sont contre-intuitifs. Et j'ai vu passer, tant que j'ai la parole sur le carbone, une question sur la rénovation
pour savoir comment on avait fait. Donc, on s'est positionné en ACV dynamique pour faire pareil que pour le neuf. On n'a pas pris en compte la dépose, mais de la même manière, on ne l'avait pas pris en compte sur le business as usual, donc on est homogène. Et on se positionne juste sur un fragment de façade pour l'analyse du changement. Et on a changé les menuiseries également. Donc on a changé les menuiseries et on a isolé le fragment de façade. Voilà. Oui, merci Magali. Je pense qu'on a aussi, on s'en doutait aussi pas mal de questions qui tournent autour du coût, en fait, des biosourcés et de l'étude. Élie, je ne sais pas, il y en a eu plusieurs, en fait, autour de cette thématique-là. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les balayer, parce qu'en l'occurrence, ça aborde un peu différents points. Déjà, il y a une notion un petit peu de première interrogation ou réaction, ce n'était pas forcément bien qui a été mise sur la façon dont est-ce qu'on peut parler de surcoût quand on parle finalement des matériaux qui sont d'une certaine manière un peu incomparables, en tout cas dans la façon dont ils ont été créés, etc. Donc je pense que déjà du point de vue du premier postulat, en fait, est-ce que vraiment le mot surcoût devrait être le bon terme en fait à ce niveau-là, donc déjà dans le positionnement vis-à-vis de, si on parle de la laine de verre, etc., la laine de roche. Et après, il y a plein de questions qui sont plutôt sur des comparatifs, etc. Donc je te laisse voir celles pour lesquelles tu te sens les plus à l'aise de répondre. Bon, déjà, sur la notion de surcoût, c'est une philosophie de personnes, d'intervenants. Aujourd'hui, on parle de surcoût dans l'étude puisqu'on compare un BAU, on compare des variantes biosourcées à un BAU qui n'est pas biosourcé. Donc, par rapport au BAU, les variantes étudiées dégagent des surcoûts dans différents ensembles fonctionnels qui ont été présentés. Donc, oui, aujourd'hui, par rapport au BAU, c'est une notion de surcoût. Après, j'entends bien le caractère qualitatif des constructions biosourcées et c'est très bien. Peut-être que demain, on utilisera un vocabulaire différent quand ce type de construction sera devenu la généralité au sein du bâtiment. Après, je pense que c'est vraiment une philosophie parce que suivant la maîtrise d'ouvrage que le maître d'œuvre aura en face de lui, il y a une maîtrise du budget qui doit être faite. Et on sait très bien qu'à l'instant T, c'est pour ça que dans l'étude, on a bien précisé que les chiffres sur lesquels on s'est basé, c'est sur une base de prix à la fin du premier semestre 2023. On sait très bien que face à une maîtrise d'ouvrage ou une maîtrise d'œuvre, suivant le mode constructif qu'il met en œuvre, il y a des solutions plus ou moins onéreuses qui engendrent des surcoûts par rapport à un budget. Donc ça, c'est l'une des réponses que l'on peut apporter. Je crois avoir vu une autre question sur, je n'ai pas l'écran là, mais sur les séparatifs horizontaux et verticaux, la relation entre eux. En fait, l'étude a démontré qu'en fait, c'est le schéma structurel d'un bâtiment qui est très impactant économiquement. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est un séparatif horizontal? C'est un plancher, principalement. Horizontaux, ça va être tous les porteurs structurels, soit des refends, soit des poteaux, des poutres, etc. Donc, le choix constructif, plancher, poteau, poutre, voile, est très important, car suivant les différentes technologies qui sont mises en œuvre, on a des variations de coûts énormes. Pour exemple, sur le prototype tertiaire qui vous a été présenté aujourd'hui, rien que sur les planchers, les 3 variantes, on a étudié 3 types de planchers différents, dont les coûts de construction et de mise en œuvre sont quasiment du simple, parfois au triple. Voilà, donc ça, je ne sais pas si je réponds correctement à la question, mais quand on parle de séparatif intérieur, c'est notamment le choix du système structurel à mettre en œuvre.
sur lequel on doit avoir une vigilance importante. Oui, merci Elie. Je propose de... Alors, je réponds là en direct à 2 questions qui concernent plutôt l'approche, on va dire, matériaux, et qui font plutôt référence à ce qu'on a pu produire dans la phase 1 du sourçage. Je vois la question sur le miscontus et sur les utilisations possibles, pour le coup. Et puis, ça refait le lien aussi avec l'autre question, sur la question... Je ne sais plus où elle est. Il y avait une question qui traitait plutôt de ce qui est sorti du rapport, du premier rapport. Je vous invite à aller le consulter. Pour le coup, on a fait toute cette phase-là, en fait, à la fois de sourçage, de partir de la ressource, du cadre normatif, des exemples concrets qui sont déjà existants et de l'évolution possible. Donc, c'est un contenu qui est déjà assez riche. C'est vrai que là, on est dans la phase 2 et qu'on n'a retenu que quelques filières sur lesquelles pour faire de la modélisation pour la phase prototypage. Donc, je vous envoie à consulter ce rapport-là. Je vais vous remettre le lien, mais je l'ai mis au tout début du webinaire, le lien pour consulter ces ressources-là si vous n'en avez pas pris connaissance. J'ai aussi là une toute dernière question là, qui concernait plutôt, alors c'est assez long, je vais essayer de la comprendre, c'est la dernière qui vient de sortir. Sur l'îlot tertiaire 9, il y a une interrogation sur les résultats carbone. Enfin, c'est encore pour toi, je crois, Magali. Je pense que si tu la lis, ce sera plus simple que si je te la lis à haute voix. Ça me permet de voir s'il y a d'autres sujets sur lesquels on n'a pas trop revenu. Sachant que là, vous l'aurez compris, hein, on parle dans... Je ne sais plus à combien on s'est arrêté, mais on est en tout cas sur plus d'une centaine de pages. On doit être pas loin. Je ne sais pas si on dépasse les 200, peut-être pas pour cette phase 2. Je ne sais plus, je n'ai plus en tête le chiffre. En tout cas, on a essayé de vous condenser dans un temps assez court une méthodologie qui est un peu complexe et qui nous a pris du temps aussi, avec des résultats qui sont... forcément, il y a un côté un petit peu... frustrant là, pour pouvoir restituer la totalité à la fois des questionnements et des cheminements en fait qui sont plus clairs, je pense, dans le rapport final que là dans Vulgaire sur un temps court. L'idée, c'est que vous compreniez un petit peu l'approche qui a été mise en place et que sachant que là, on est dans la phase 2, on ouvre la phase 3 et donc clairement, tous les retours que vous nous faites là et quand vous aurez l'occasion notamment de consulter le rapport, on sera tout à fait preneur en fait de ces retours-là, voire potentiellement des petits correctifs que vous pouvez suggérer. L'idée aussi, c'est qu'on n'est pas isolé de notre côté à faire les choses. Toute la phase 1 a été faite aussi en consultant les acteurs, les filières, etc., dans l'idée de se nourrir en fait de cette matière-là. Et le but, c'est que le rapport final, hein, qui sera normalement terminé au printemps 2024, pourra être fort de tout ça, quoi, de toute cette matière-là et qu'on essaiera de restituer au mieux. Magali, je ne sais pas si du coup je peux te laisser sur la dernière question là, qui est si tu as un élément de réponse en l'occurrence. Oui, je peux répondre si vous Oui, voulez. vas-y, Nobel. Donc oui, c'est bien un bilan complet qui a été réalisé sur l'îlot tertiaire et en effet, c'est les matériaux biosourcés qui sont présents largement, qui viennent compenser en partie l'impact du coup des autres lots. Mais donc c'est bien un résultat complet. Et moi, je peux aussi rebondir parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont parlé de la question du coût complet, qui est une question tout à fait importante, en nous demandant si on avait fait le calcul, en fait, de montrer que ce qu'on investit peut-être en plus au départ, finalement, nous permettait par la suite de faire des économies et que du coup, si on avait une vision un peu globale, comme pourrait l'avoir un bailleur, par exemple, eh bien, c'était tout à fait rentable de faire cette petite, cette dépense supplémentaire au départ. Donc, on n'a pas pu faire, nous, ce calcul parce que, comme on vous l'a présenté dans la méthodologie, on est vraiment sur des études de fragments de bâtiments et on n'a pas à notre disposition le bâtiment complet nous permettant de nous lancer dans ce type de projection. Donc, on pourrait faire peut-être des coins de table, mais je ne sais pas si ce serait une véritable valeur. En tout cas, on l'a bien indiqué dans notre rapport que c'était un élément, en effet, crucial pour pouvoir appréhender cette notion de surcoût qui, comme vous l'avez souligné, est un petit peu, n'est pas forcément, enfin un peu subjectif. Et Magali, pour poursuivre justement dans le même ordre d'idées, il y avait des questions aussi sur les lots techniques qu'on a mis un petit peu de côté, hein, qui sont aussi une question de coût global important parce que
À la fois, c'est un coût carbone, mais c'est aussi un coût d'investissement et un coût d'entretien et de maintenance qui est important et qui n'est pas valorisé dans les approches économiques qu'on a en général sur l'évaluation du coût de la construction. Donc ça, ce sont des leviers qui aujourd'hui ne sont pas intégrés ni dans l'étude ni dans la pratique courante de la construction. Ça représente un levier très important. On n'a pas intégré, nous, une étude de bâtiments low-tech parce qu'on s'est porté, comme le disait Magali, sur les questions constructives uniquement, mais c'est une question qui peut tout à fait faire l'objet des discussions de la phase 3, dans le cadre notamment de cette approche sur la rationalité constructive et concevoir des projets plus simples, peut-être justement avec des coûts plus faibles. Et ça serait intéressant notamment de réussir à introduire des indicateurs économiques des gains que peuvent induire donc une réduction de la place des équipements techniques dans le bâtiment. Mais ce n'est pas un sujet qu'on a pu développer dans le cadre de l'étude actuelle. Brigitte, il y a peut-être la question là de la doctrine bois. Elisabeth, tu veux peut-être répondre, hein, on l'a en effet bien pris en compte. Oui, voilà, tout à fait. Donc effectivement, la doctrine bois a bien été prise en compte dans les prototypes. De manière globale, on a bien pris en compte le cadre réglementaire actuel et c'est ce qui explique notamment les surcoûts. Donc, dès lors que l'on touche à la structure, c'est que ça intègre bien l'ensemble des protections passives. À noter qu'on a également, donc pour tout ce qui est revêtement extérieur, pour les bardages ventilés, on a bien pris en compte l'intégration des déflecteurs qui nuancent le bilan économique et le bilan carbone que peut avoir par exemple l'intégration d'un bardage bois. Et puis le cas particulier de la rénovation pour des constructions un peu plus anciennes, il faut faire attention donc au respect de la règle que l'on dit du C+D qui n'est pas forcément faite donc pour des anciens bâtiments, c'est-à-dire c'est la règle entre les baies l'une au-dessus de l'autre pour éviter la propagation du feu d'un étage à l'autre. Oui, merci. Il y avait, du coup, je profite parce qu'il y a une petite précision sur la demande sur le miscanthus qui me semblait être en lien avec la phase 1, mais en fait la phase 2, je pense qu'Elisabeth, cette question est plutôt pour toi, dans les choix en fait des matériaux et l'utilisation de miscanthus. Voilà, je te laisse répondre là-dessus. Oui, tout à fait. Donc comme on l'a précisé au début, pour pouvoir vraiment resserrer nos solutions, donc bien qu'en phase 1, donc on a étudié 9 filières et des systèmes constructifs qui intégraient ces différentes filières. En phase 2, on a resserré les procédés constructifs à 4 filières, chanvre, paille, terre et bois. Voilà, donc il y a des variantes qui sont possibles, que ce soit pour la structure ou pour les fibres. Maintenant, nous, on a fait cette étude que sur ces filières-là, dans le cadre du prototypage. Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'il est 12h30. On va peut-être... Il y avait peut-être une dernière question, Brigitte, que je vois là de monsieur ou madame Jean-Jean. Madame. Le lien entre matériaux et efficacité énergétique. Donc, nous, on l'a plutôt pris dans le rapport sous la question qualitative, parce que pour l'instant, on n'a pas réellement à notre connaissance de mesures sur cette question, mais de se dire finalement, quand on a un confort intérieur qui est bon, notamment lié à la question de l'inertie, de la perspirance, et on subit moins les effets de parois froides qui ne sont pas forcément liés à la température intérieure du logement, et de ce fait-là, on a moins tendance à mettre d'énergie. Donc, je ne sais pas si c'était ça, enfin de chauffage en l'occurrence, pour l'hiver. Donc, je ne sais pas si c'était ça votre question.
Mais aujourd'hui, on reste sur de l'appréciation qualitative et du retour d'expérience plus que sur de la mesure chiffrée. Bon, est-ce qu'on se rajoute du petit rab, parce qu'il y a une dernière question, mais c'est pour toi encore, Magali, ou Nolwenn, sur la question de l'impact carbone. Et c'est vrai qu'il y a le sujet de la rénovation, c'est revenu plusieurs fois, de se dire comment l'étude se positionne, rénovation versus construction, dans l'idée aussi de potentiellement dans la stratégie, dans la phase stratégique, dire que bon, on est tous d'accord, je pense, autour de la table pour se dire que la rénovation est l'enjeu majeur et qu'on oriente plutôt les choses pour promouvoir ça et faire en sorte de se focaliser beaucoup là-dessus, mais voilà, comment prendre compte le fait qu'il y a aussi de la construction neuve et que voilà, vis-à-vis des enjeux actuels, comment on se positionne là-dessus. Et la dernière question, c'était le comptage de l'impact carbone dans lequel la rénovation. Je veux dire comment, je ne sais pas si on est en mesure ou si on est en mesure de l'expliquer. Et il y avait une question qui peut-être c'est une incompréhension, c'est subsidiaire, c'est le fait que tu aies dit qu'on ne prenait pas en compte la dépose, en fait. Voilà. Donc, et je pense qu'on conclura là-dessus parce qu'il est midi et demi passé. Yvan voulait parler peut-être sur la rénovation. Oui, la question pose la question de la comparaison entre le neuf et la rénovation. On ne t'entend pas bien, Yvan. Il y a un petit trou. T'en fais tes réglages et oui, sur la dépose, c'est simplement dans le cas, enfin la dépose des fenêtres, par exemple, ou la dépose d'une ancienne paroi. C'est ça que je voulais dire dans la dépose, quand on rénove. Et après, je laisse Yvan parler sur la rénovation. Oui, est-ce que là c'est mieux? Sans bruit parasite. Non, en fait, le problème, c'est que c'est comme si tu étais micro et tu as un petit frottement. Voilà. Est-ce que là c'est mieux? Mieux. Excusez-moi. Non, sur la question de la rénovation, la comparaison neuf-rénovation, en fait, en phase 2, on ne le fait pas. De la même manière qu'on ne compare pas le bureau et le logement. En termes de méthode, l'idée, c'était vraiment de s'inscrire dans une logique de transition et suite à la phase 1, d'identifier des logiques un peu de produits et d'opérations différentes. Et ce qu'on observe, c'est qu'en gros, chacun de ces produits, donc bureau, logement, mais aussi logement neuf, logement, rénovation, appelle derrière des logiques d'acteurs un peu différentes. Et donc, voilà, à ce stade et au stade prototype, c'est un peu difficile de les comparer entre eux. Par contre, on est bien d'accord, évidemment, que la rénovation va devenir, enfin, il faudrait que ça devienne en tout cas largement ce qui nous occupe tous collectivement. Après, c'est sûr que vous verrez dans le document, il y a un biais dans le rapport, il y a un biais construction neuve parce que c'est là où on a tout l'attirail réglementaire qui permet de tirer la construction bio et géosourcée, enfin les matériaux en tout cas bio et géosourcés. Après, ça peut être aussi vu comme une locomotive, donc c'est malgré tout intéressant d'avoir cette entrée par le neuf pour permettre d'atteindre les performances qu'évoquait Laurent Mouly sur les réductions de coûts pour que ça puisse être appliqué de manière massive et dans la rénovation également. Très bien, bah merci. Merci à tous nos intervenants. Merci à tous pour votre participation et de rester jusqu'au bout. Du coup, on vous donne rendez-vous pour la suite. Hein. On pense que le rapport de la phase 2 devrait être disponible courant octobre. Donc, je vous ai remis à nouveau le lien. Il sera disponible sur les sites de l'ARP Normandie, sur celui d'Ecopolis et aussi normalement sur la page du groupement LinkedIn, la page Maillon. D'ailleurs, vous pouvez vous y abonner pour suivre les actualités si ce n'est pas déjà fait. On vous donne rendez-vous pour la suite. Bon, voilà, normalement, on devrait conclure toute cette étude avec un événement au printemps 2024. Donc, on vous espère nombreux dans cette restitution globale de cette longue étude. Merci à tous et à très bientôt.